Très cher développeur .NET, je te souhaite la bienvenue dans cette vidéo où est-ce que je vais aborder, comme tu peux le voir, les fondamentaux de la mémoire en .NET. Plusieurs choses importantes avant de commencer cette vidéo. Numéro 1, ce ne sera effectivement que les fondamentaux. Il est possible, si tu débutes en .NET ou même si tu es un développeur qui ne t'est pas forcément intéressé à la mémoire, que tu apprennes certains éléments dans cette vidéo et c'est d'ailleurs là tout le but. Numéro 2, ce sera une vidéo qui couvrira uniquement les fondamentaux. C'est-à-dire que j'ai ici, je crois, 6 ou 7 slides que je vais te présenter. Il n'y aura pas de code dans cette vidéo pour te montrer comment travailler avec la mémoire. Il n'y aura pas de sujet avancé. Ce sera une vidéo qui parle des fondamentaux qui te permettront en fait simplement de mieux comprendre comment la mémoire fonctionne, ce qui te permettra de faire du code plus efficace en étant conscient de ce qui se passe de façon sous-jacente. D'ailleurs, si jamais le sujet t'intéresse d'aller plus loin dans la mémoire en .NET, je t'invite à te rendre sur ma plateforme htslearning.com, tu as le lien dans la description, et si tu vas en haut dans le menu dans formation live, tu verras que j'ai une formation autour de C# avancé, dans laquelle j'aborde plus en détail et beaucoup plus en profondeur la gestion de la mémoire et la gestion du garbage collector sur des sujets que je n'aborderai pas dans cette vidéo et que vu que c'est une formation en live, en présentiel, même si c'est par Zoom, mais dans l'idée on est en petit comité, on peut poser plein de questions, faire plein d'expérimentations et ça rend donc les choses extrêmement intéressantes. Donc ici ce sont vraiment les fondamentaux, si tu sais comment fonctionne la mémoire en .NET, que tu connais les principaux attributs du garbage collector, peut-être que cette vidéo n'est pas forcément utile pour toi. Ceci étant dit, si tu aimes ce que je fais et que tu soutiens mon travail, n'hésite pas à lâcher ton pouce bleu sous la vidéo. Tu peux également t'abonner à ma chaîne avec ou sans notification. Si tu veux plus de contenu autour de Techno.net, je t'invite à devenir membre premium de la chaîne. Tu as un bouton sous la chaîne soutenir ou rejoindre qui te permet en fait de devenir un membre premium et à base d'une contribution mensuelle d'avoir accès à plus d'une trentaine de vidéos, ce que j'appelle mes vidéos privées où je te partage mes trucs et astuces autour des Techno.net. Et si tu veux plus de contenu professionnel autour des Techno.net, je te renvoie vers ma plateforme htslearning.com, tu as le lien dans la description et tu y trouveras tout mon catalogue de formations en VOD, également les formations live comme je l'ai mentionné, et d'avance je te remercie de ton soutien. Commençons sans plus attendre la gestion des fondamentaux en .NET. On va partir de la base et si tu as appris du .NET à l'école ou si tu le fais en entreprise, on t'a probablement dit que tu n'as pas à t'inquiéter de la mémoire, du fait que c'est automatique par le fait qu'il existe le garbage collector, j'essaie de son petit acronyme, ou ramasse-miettes pour les plus francophones d'entre nous. Mais il y a quand même des risques, même si tout est automatique, on a des risques de memory leak, de fragmentation, de overallocation, et ainsi de suite. En bref, ça veut tout simplement dire une chose, ça veut dire qu'effectivement, dans la logique de base, le garbage collector a un rôle, c'est de réclamer la mémoire qui n'est plus utilisée. Ce qui veut dire que dans 99% des cas, tu peux faire des allocations sans t'en préoccuper. Je pense que tous les développeurs .NET un petit peu expérimentés sont au courant de ce qu'est un memory leak, c'est quand on laisse traîner une référence, typiquement quand on travaille avec le système d'événements de C#, on oublie de se désabonner, donc ça garde un objet vivant pour rien, et à cause de ça, le garbage collector ne peut jamais le collecter, et cet objet ainsi que son arbre de dépendance ne sont donc pas collectés et vont donc faire augmenter la mémoire, même si ces derniers ne sont pas utilisés. On parle très souvent de ce risque-là, on parle moins souvent du risque de fragmentation, parce que le garbage collector a également des algorithmes de défragmentation, et là, pareil, je ne vais pas rentrer dans un très grand niveau de détail, mais selon l'endroit où sont stockés les éléments, c'est plus ou moins défragmenté ou pas. Et ce que j'appelle moi l'over-allocation, ça c'est plutôt moi qui introduit ce risque-là ici, c'est-à-dire que si un développeur n'est pas forcément au courant de comment fonctionne la mémoire, il risque de faire des allocations de façon idiote, alors même si le garbage collector est ce qu'on appelle non déterministe, ce qui veut dire que de base on n'est pas censé savoir quand il va passer, il le fera à son bon vouloir parce qu'il est optimisé ou alors parce qu'il a été mis sous pression par le système d'exploitation qui lui dit maintenant il faut que tu réclames de la mémoire, mais de base on ne peut pas savoir quand le garbage collector va passer, mais on peut quand même coder en prenant en compte que si nos éléments ont une durée de vie très réduite, il y a des chances qu'ils soient collectés le plus tôt possible et tu vas le voir dans cette vidéo vers la fin que c'est important que ce soit collecté le plus vite possible. Cette vidéo, comme je le disais, n'aborde que les fondamentaux. Les concepts avancés, très avancés, sont dans la formation C# avancée. Si ça t'intéresse, tu te rends sur le lien et tu regardes si tu veux rejoindre la prochaine session afin de parfaire tes connaissances sur le sujet. Entre autres, on n'abordera évidemment pas que ça. Parlons maintenant de notions fondamentales que sont les types valeurs et les types références. Je ne vais pas m'étendre dessus éternellement, étant donné que j'ai déjà fait une autre vidéo sur la question disponible sur la chaîne. Je te mets le lien là-haut pour justement que tu puisses bien comprendre la différence entre les deux, mais
à titre de rafraîchissement de la mémoire, le type valeur, en bref, c'est la valeur est stockée à l'endroit où se trouve l'information. Alors que la référence, on va avoir une référence, donc grosso modo, et je vais faire un abus de langage, j'ai déjà des gens qui m'ont fait des reproches là-dessus, mais faisons un abus de langage, c'est un pointeur mémoire vers où se trouve la donnée. Une référence est bien plus qu'un pointeur parce qu'elle contient d'autres informations, notamment le fait qu'elle soit également gérée par le CLR qui va gérer ça intelligemment et par rapport au garbage collector contient justement toutes ces informations-là. Mais dans l'idée, une référence, c'est simplement de dire j'ai l'adresse de où se trouvent les données de cet objet. Pour que ce soit plus clair, illustrons ça par un petit schéma. Voici les deux espaces principaux de mémoire en .NET. On a d'un côté la pile et de l'autre le tas. Si les deux espaces sont représentés avec des tailles différentes, on voit que la pile est plus petite que le tas, et même si ici je n'ai pas pu prendre beaucoup plus d'espace pour le tas, c'est assez simple, c'est parce que la pile de base est très limitée. C'est-à-dire qu'on a généralement quelques mégas à disposition pour la pile, alors que le tas est virtuellement illimité. En bref, le tas sera limité par le système d'exploitation qui va te dire, tout simplement, tu as autant de mémoire disponible dans le système. Donc le système d'exploitation le gère différemment. On a la mémoire au niveau de la RAM, on a la mémoire au niveau des caches processeurs, on a également la mémoire au niveau des fichiers swap. Donc elle est virtuellement illimitée, mais elle est bien entendu physiquement limitée. Donc ces deux espaces mémoire, je tiens à préciser une chose, ce sont des détails d'implémentation, ce qui veut dire que c'est la façon dont ça a été implémenté en .NET dans le CLR. Ce n'est en aucun cas une vérité absolue pour d'autres technologies, ce n'est pas non plus immuable. Bon, ça fait quand même des décennies que ça marche comme ça en .NET, il y a très peu de chances que ces deux concepts changent. Au niveau du tas, ici j'ai une simplification parce qu'il y a plusieurs espaces mémoire dans le tas et je ne vais de nouveau pas rentrer dans ce niveau de détail, mais en bref, on a ces deux espaces mémoire. Juste avant, je te disais qu'on a les types valeurs et les types références. Et le type valeur, un type très simple à comprendre, c'est le type int, qui est un entier. Ce qui veut dire quand tu déclares une variable ou que tu utilises un entier, dans la majorité des cas, il sera utilisé sur la pile. Il y a des cas où il ne sera pas sur la pile mais il sera sur le tas, c'est quand il est rattaché à un type référence. Mais prenons le cas très simple. Tu es dans une méthode et tu déclares une variable int i égale 0. Qu'est-ce que ça fait? Ça veut tout simplement dire que la déclaration de cette variable fait que tu veux stocker la valeur 0 dans une variable i et tu veux avoir cet élément à disposition. Ça va simplement être stocké comme ceci dans la pile. Et la valeur 0 sera directement stockée à l'espace, à l'endroit où tu as déclaré ta variable. Ce qui veut dire que ici, on peut voir int i égale 0 qui va donner la valeur 0 à un emplacement de la pile et chaque fois qu'on va faire référence à cette valeur-là, elle sera utilisée à cet endroit-là. Si je reviens sur la vidéo par rapport au type valeur, au type référence, si je passe un int en paramètre à une méthode, ça va provoquer une copie de cette valeur, alors que si je décide de passer par référence, ça va donner la référence vers cette zone mémoire. Jusque-là, ce n'est pas bien compliqué, c'est même plutôt simple à comprendre. Maintenant, que se passe-t-il si je décide d'utiliser une classe? Parce que si tu fais un petit peu attention, int en .NET est un alias de int32, et int32 est une structure. Une structure est donc un type valeur où les valeurs seront stockées sur la pile. Par contre, à l'inverse, une classe est un type référence. Donc un type référence, comme on l'a vu juste avant, ça veut simplement dire que quand tu vas allouer de la mémoire, tu vas récupérer en retour une adresse où se trouvent les différents éléments. Prenons par exemple cette classe qui n'existe pas mais qui est très simple à comprendre, la classe person qui a deux propriétés, nom et prénom qui sont des chaînes de caractères. String est aussi un type référence. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en écrivant ceci dans mon code C#, var p est égal à new person avec nom et prénom, j'ai simplement dit au CLR, va allouer tout ça où ça doit être alloué. Donc ça, c'est à lui de le gérer. Et encore une fois, c'est du détail d'implémentation et c'est très intéressant de rentrer dedans, mais ici, je ne peux pas prendre le temps de le faire. Et donc, je renvoie moi en retour l'adresse de où ça a été alloué. Donc on peut voir ici que contrairement à int i où la valeur est stockée à l'endroit où a été déclaré i, avec un var p égale new person, on récupère une adresse. Adresse qui, je le précise, est totalement factice, parce que 0x001, ça veut dire que c'est l'adresse qui serait stockée à cet endroit-là en mémoire, ce qui est fondamentalement impossible, mais dans l'idée, ça te donne la schématisation comme quoi c'est bien une adresse. Et cette adresse correspond à un endroit qui a été alloué sur le tas, et donc va allouer cette classe P. Alors ici j'ai fait un carré pour P parce que même si P au final est une instance de la classe personne, elle contient un ensemble d'éléments assez importants, notamment des métadonnées. Et ici cette classe P contient deux propriétés, nom et prénom, et comme on peut le voir ce sont deux chaînes de caractères, ce qui veut dire que
ailleurs sur le tas ont été allouées la chaîne Momer et la chaîne Christophe, et la classe P contient également les adresses vers ces deux chaînes de caractères. Donc en fait ici j'aurais pu préciser au niveau de P, adresse de nom, adresse de nom pointe vers ça, adresse de prénom pointe vers ça. Et comme tu le vois, en fait c'est ça les types références, c'est qu'on va stocker tout le temps des adresses vers où se trouvent les éléments. Pourquoi c'est intéressant? Parce que ça permet de faire véhiculer de l'information extrêmement facilement et à faible coût. On a juste besoin de faire transiter l'adresse qui sera de taille variable selon le nombre de bits de ton système d'exploitation, 32 bits, 64 bits. Et donc, c'est bien pour ça que dans ma vidéo sur les types valeurs versus type référence, quand on passe une variable de type référence à une méthode en paramètres, en fait on lui passe simplement l'adresse où se trouvent les éléments, et donc la modification provoque un changement au niveau de la zone mémoire qui a été affectée. Donc ça, c'est les fondamentaux de comment est allouée la mémoire en .NET. Il faut savoir que le GC, le Garbage Collector, est optimisé, ce qui veut tout simplement dire qu'il n'est quasiment jamais intéressant de le déclencher manuellement. Pourquoi? Parce que ça va simplement casser son algorithme d'optimisation. L'algorithme d'optimisation du GC est, comme je le disais au début de cette vidéo, non déterministe, ce qui veut dire qu'on ne peut pas prévoir quand il va passer, il passera à son bon vouloir, selon un ensemble de métriques qu'il aura collectées en interne, et selon des éléments qu'il aura reçus de l'extérieur. Ce qui veut dire que le système d'exploitation peut lui ordonner de passer si le processus prend trop de place, et que le système d'exploitation a décidé de réduire son espace mémoire. L'optimisation du GC tient dans un concept fondamental, la notion de génération. Alors qu'est-ce qu'une génération? En fait, nous avons 3 générations en .NET aujourd'hui. Je ne pense pas que ça va changer d'ici demain, mais en tout cas, au moment du tournage de cette vidéo, on a 3 générations, Gen 0, Gen 1 et Gen 2. Qu'est-ce que ce concept de génération? C'est très simple. Quand on va allouer un élément au niveau de notre mémoire, il va être alloué en Gen 0. Gen 0, c'est la génération qui est la plus rapide à collecter, la plus rapide à parcourir et qui est également collectée de façon extrêmement régulière. En bref, ce sont les variables avec la plus petite durée de vie qui vont se trouver dans ce Gen 0. Et c'est là où, au début de la vidéo, je disais que quand on sait comment fonctionne la mémoire, c'est intéressant de coder pour aider le Garbage Collector. Parce qu'en fait, ce que va faire le Garbage Collector, c'est qu'il va passer, il va scanner les différentes références pour voir lesquelles ne sont plus utilisées. Il a un système de gestion de ce qu'on appelle des racines pour savoir s'il y a encore des racines vers cet objet-là. Et s'il n'y a plus de racines, il va simplement récupérer la mémoire. Ce qui veut dire tout simplement qu'il va considérer qu'il n'y a plus rien à cet espace mémoire-là pour pouvoir réallouer quelque chose par-dessus. Et donc, si on est au courant que effectivement Gen 0 est collecté extrêmement souvent, on va faire en sorte que les variables qu'on va affecter aient la plus petite durée de vie possible. De telle sorte, comme ça, qu'elles soient collectées le plus souvent possible. Ça, c'est Gen 0. Si un objet survit à une collection en Gen 0, et ça arrive assez fréquemment quand même, c'est-à-dire que on a alloué des objets et on fait un algorithme qui prend un petit peu de temps et au final cet objet, le Garbage Collector passe mais il est encore utilisé. Il est alloué en Gen 0, ce que fait le Garbage Collector c'est qu'il va lui mettre une étiquette en disant j'ai déjà vérifié cet objet là, il passe en Gen 1, donc ça c'est la génération suivante. Comme ça, quand je vais recollecter Gen 0, je ne vais plus revérifier cet objet-là. Je ne vais le vérifier que quand je vais collecter Gen 1. Et Gen 1 est collecté assez souvent, moins que Gen 0, mais assez souvent. Ce sont des générations qui sont assez petites et assez rapides à parcourir. Donc Gen 0 et Gen 1, ce sont les plus petites générations. Gen 0 est extrêmement petite, Gen 1 est un peu plus petite, et elles seront collectées et visitées par le Garbage Collector assez souvent. Par contre, si un objet survit à une collection en Gen 1, il va basculer en Gen 2, et Gen 2, c'est collecté uniquement en cas de nécessité. C'est la plus grande génération, et dedans, on peut retrouver vraiment beaucoup de choses. Elle peut être de taille moyenne à taille grande, voire très grande. J'ai travaillé pour un client dans lequel il avait des problèmes de memory leak, et quand on observait la mémoire de son application, on avait 300 kilooctets pour Gen 0, 2 mégas pour Gen 1 et 4 gigas pour Gen 2 parce que les objets en fait avaient leaké et donc le Garbage Collector considérait qu'ils étaient toujours vivants et ils se stockaient tous en Gen 2. Donc Gen 2, il y a beaucoup d'objets et donc c'est lent à parcourir et le Garbage Collector, vu que son rôle c'est d'avoir le moins d'impact possible sur l'exécution de ton application, il ne parcourra Gen 2 que s'il en a vraiment besoin. Ce qui veut dire qu'il y a de fortes chances que les objets qui sont alloués en Gen 2 restent là très longtemps
longtemps, voire des fois trop longtemps, d'où il est très important pour le développeur de savoir que avec le système générationnel, le mieux c'est de faire en sorte que les objets soient collectés le plus rapidement possible. Et en fait ça, c'est l'optimisation ultime, si je puis dire, du garbage collector, c'est d'arriver à gérer ces générations-là, et pour le développeur, d'arriver à faire en sorte que les objets ne se retrouvent pas en Gen 2, tous, parce que sinon, on va perdre énormément de temps à faire de la collecte. Maintenant, comment est-ce que le garbage collector est au courant qu'un objet n'est plus utile? C'est une question qu'on pourrait se poser. Déjà, juste avant, je l'ai expliqué, le garbage collector est aussi responsable de l'allocation. Ce qui veut dire que dans le CLR, quand on fait un new, on passe par des algorithmes du garbage collector qui lui permettent déjà de commencer à tracer les différents objets, parce que sinon, il ne pourrait pas savoir que des objets se trouvent à cet endroit-là ou cet endroit-là de la mémoire. Donc, il a déjà un lien, il a déjà une info comme quoi ça a été alloué à cet endroit-là. Maintenant, ce qu'il va faire, c'est que à certains moments, quand il l'aura décidé, il va revisiter ces endroits mémoire pour voir s'il y a toujours quelque chose qui est utilisé. Ici, sur le côté gauche de l'écran, j'ai mis un petit algorithme, une méthode main, donc une application console, qui appelle méthode 1. Et dans méthode 1, je déclare cette variable et j'ai mis explicitement une instruction return. En bref, le garbage collector, qu'est-ce qui va se passer? Tout d'abord, on va lancer l'application, donc dans la pile, on va dire qu'on est à l'entrée de la méthode main. Parce que oui, la pile contient les références vers l'objet sur le tas, contient également les types valeurs ainsi que leurs valeurs, mais la pile est utilisée pour sauter d'une fonction à l'autre. Parce qu'en fait, l'entrée d'une fonction et la sortie d'une fonction, c'est simplement empiler des choses et dépiler. Tu vas comprendre. Donc, une fois que je rentre dans main, on voit que je vais dans méthode 1, donc j'ai dans la pile l'entrée dans méthode 1. Et dans méthode 1, j'alloue une nouvelle personne, on a déjà vu ça, donc je crée cette référence vers le tas. Ce qui veut dire que si le garbage collector passait maintenant, juste avant le return, c'est-à-dire entre le var p égale new person et le return, il remarquerait que le p, l'adresse qui correspond à cette référence, est effectivement utilisée par une variable locale, et cette variable locale est utile dans le cadre de méthode 1. Là, j'ai pris de grands raccourcis, mais généralement, quand on fait une allocation, c'est pour s'en servir. Donc, s'il passait juste après l'allocation, il considérerait effectivement que P, qui est en Gen 0, est toujours vivant et le basculerait en Gen 1. De telle sorte que la prochaine fois, il n'est pas besoin de se reposer la question, est-ce que je dois le collecter ou non? Il se pose la question uniquement s'il collecte Gen 1. Mais s'il ne passe pas, qu'est-ce qui se passe? J'ai donc le return, donc en fait ma pile va sauter sur le return, et en fait le return c'est simplement de dire retourne là où tu es rentré. En bref, j'ai un return ici, à cet endroit-là de ma méthode 1, qui me fait retourner ici à la fin de méthode 1, pour commencer donc à faire la suite de ce qu'il y a dans le main. Donc en bref, le pointeur qui est ici à la fin de la méthode 1 va remonter ici à l'appel de méthode 1, voire même à l'entrée de main pour parcourir la suite des éléments. Ce qui veut dire que tout ce qui sera après dans la pile sera considéré comme non valide. Donc je vais dépiler et remonter dans le temps avec mon curseur ici pour revenir à cet endroit-là. Ces éléments-là seront toujours présents dans la pile, mais ne seront pas considérés comme des choses vivantes. Et là, si le garbage collector passe, il va regarder P, il va aller voir dans la pile, est-ce qu'il y a toujours des références, ou dans le tas, est-ce qu'il y a toujours des références vers cet espace mémoire? Il n'y en a pas, je peux donc marquer cet espace mémoire comme étant disponible à la collecte pour pouvoir le récupérer. Je sais que ça peut paraître un peu technique, je vous ai prévenu dès le début, effectivement c'était une vidéo qui est très pédagogique et qui se base sur des choses que potentiellement les développeurs n'ont pas besoin de savoir, mais qu'il est toujours intéressant de savoir, et je précise encore une fois ici que ce n'est que les fondamentaux, et que j'ai pris plusieurs raccourcis pour aller un peu plus vite dans mes explications, parce que je suis tenu malgré tout par l'algorithme de YouTube de ne pas dépasser une certaine durée pour avoir un bon référencement. Néanmoins, j'espère que cette petite explication t'a plu et que maintenant tu comprends un petit peu mieux comment fonctionne la mémoire en .NET. Si le sujet t'intéresse et que tu veux aller vraiment beaucoup plus loin, je te renvoie vers ma formation C# avancée, où est-ce qu'on reprend cela, mais on va aussi plus loin dans un ensemble de patterns et de fonctionnement du garbage collector pour être sûr de bien comprendre comment il fonctionne. Ça, ce sont les fondamentaux et ça permet vraiment de comprendre ce qui se passe quand on utilise le mot-clé new et quand on code en C#. Donc maintenant, tu sauras les fondamentaux de la gestion de la mémoire en .NET et j'espère que ça t'aidera à faire du code un peu plus performant lors de la prochaine écriture de tes prochains algorithmes. J'espère que cette vidéo t'a plu et dans tous les cas, je te retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo autour des techno.NET.